Le 6 février, mon père était place de la Concorde. Il y a eu des coups de feu et il y avait les croix de feu des fascistes. Et j'avais participé moi-même en 1934 à la manifestation qui a eu lieu à Bordeaux pour protester contre le 6 février, n'est-ce pas? C'était une manifestation des organisations ouvrières et des syndicats. Et j'ai quitté le lycée, j'étais le seul à quitter le lycée. Il y avait toute une série de professeurs et de pions qui avaient quitté le lycée aussi pour aller à la manifestation. Et je me suis retrouvé en tête de la manifestation avec un certain nombre de professeurs que je connaissais. Et ça, bon, ça a été mon premier acte militant. Au lendemain du 6 février 1934, les socialistes commencent à prendre en compte le danger fasciste de manière plus importante que ce qu'ils faisaient juste avant. Alors on avait déjà certains dirigeants, tels que Marceau Pivert, qui avaient conscience qu'un danger fasciste était en train d'émerger en France et en Europe, notamment en rivalisant avec les groupuscules d'extrême droite qui vendaient les journaux dans le quartier latin par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une vraie conscience d'un danger imminent. Avec le 6 février 1934, le danger devient imminent. Les socialistes commencent à en prendre vraiment conscience. Du côté du PC, on prend en compte le mouvement fascisant à partir du 6 février. Cependant, des deux côtés, que ce soit socialistes et communistes, on n'est pas dans une démarche vers l'unité d'action. Les socialistes, notamment la direction autour de Paul Faure et de Jean-Baptiste Séverac, est assez réticente à tout travailler avec les communistes. Et du côté communiste, c'est pareil, puisque les communistes continuent à considérer les socialistes comme des agents du capitalisme, comme une organisation qui retient les militants ouvriers dans le giron de la bourgeoisie et du capitalisme pour les empêcher d'aller vers le communisme. À l'époque, la politique officielle et fatale de l'Internationale était la politique de la troisième période, c'est-à-dire que la social-démocratie était l'ennemi principal. Les journaux communistes déclaraient que même les enfants communistes devaient matraquer les enfants socialistes qui étaient des petits Zerguibel. Zerguibel était le nom d'un préfet de police socialiste particulièrement haï des communistes. Les communistes, que ce soit à Moscou ou que ce soit à Paris, avaient le front de nous appeler les hitléro-trotskistes. Alors que l'opposition de gauche a été la plus militante et la plus active contre le nazisme et contre Hitler. Certains dirigeants socialistes vont se battre et vont aller beaucoup plus en avant vers l'unité d'action que la direction socialiste. Marceau Pivert et Jean Ziromski, par exemple, dès le lendemain du 6 février 1934, vont voir leurs homologues communistes pour leur proposer une riposte commune au 6 février. Ils reçoivent une fin de non-recevoir, mais c'est pas grave. Ils multiplient les initiatives locales. La direction de la SFIO freine des deux fers, mais eux continuent à essayer de l'attirer vers cette unité d'action. Il faut attendre finalement pour que ça puisse fonctionner le tournant de l'internationale communiste en mai 1934, avec une nouvelle ligne définie par Staline, qui préconise finalement le front uni contre le fascisme, le front commun contre le fascisme. À partir de ce moment-là, la marche à l'unité peut avancer et on a la signature du pacte d'unité d'action le 27 juillet 1934 entre socialistes et communistes. Alors pourquoi ce revirement de Staline? Parce que le danger représenté par l'Allemagne nazie se fait depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir et depuis l'écrasement du Parti communiste allemand, plus pressant. Et Staline décide de faire sortir l'URSS de son isolement et de rechercher des alliés dans les démocraties occidentales, comme par exemple en France.